Crégocast, découverte sonore de chercheurs en gestion. Stress test. Est-ce que vous êtes stressé ? Cette question revient souvent avant un examen ou une échéance importante. Et pour faire bonne figure, chacun tente de contrôler son rythme cardiaque, sa voix, sa transpiration, de dissimuler peur et angoisse. En particulier, stress et travail ne font pas bon ménage. Surtout dans les environnements professionnels où la gestion des émotions est primordiale. On imagine mal un commandant de bord paniqué avant un vol. Pourtant, la compétition, les cadences infernales peuvent pousser à une angoisse, voire un mal-être. Alors, quelles sont les causes et les manifestations du stress au travail ? Et est-il nécessairement négatif ? Peut-il même exister du bon stress ? Pour traiter ces questions, nous recevons dans ce nouvel épisode des Crégocast Adrien Bonache, enseignant-chercheur au Crégo. Un épisode qui donnera des idées à chacun pour aborder des situations de stress. Au-delà du fameux credo placebo, respire un grand coup et tout ira mieux. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des Crégocast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Adrien Bonache. Adrien, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Bonjour Jean-Baptiste, Adrien Bonache, je suis maître de conférence à l'Université de Bourgogne, où j'enseigne entre autres la comptabilité et le contrôle de gestion. Très bien. Et alors aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui fait partie de tes objets de recherche, alors qu'il y a une thématique assez inédite pour des recherches en contrôle de gestion, mais c'est le stress. Qu'est-ce qui t'a amené déjà à vouloir travailler, à vouloir investiguer un petit peu ce champ de recherche ? Alors, comme tout enseignant-chercheur, déjà en étant enseignant, il y a des étudiants qui revenaient de cabinet, les larmes aux yeux un samedi alors que je travaillais sur mes recherches. Donc ça, c'est le volet, je me souviens très bien d'Antoine en 2016. Et on est enseignant-chercheur, donc il y a le côté chercheur aussi. En 2011, j'ai assisté à, je crois que c'était à Belfast, à une conférence, et on m'avait donné un numéro de la revue irlandaise de comptabilité. Et dans ce numéro traînait un papier sur le stress que j'avais étudié rapidement et que j'ai considéré en 2016 plus précisément parce que je rencontrais ces problèmes-là. Alors effectivement, dans les cabinets d'audit, on imagine des jeunes pressurisés et stressés. Qu'est-ce que ça t'a amené déjà comme premier résultat de t'intéresser au stress ? Alors, les premiers résultats, c'était surtout sur des étudiants parce que d'abord je préteste et il sortait pas grand-chose à ce niveau-là parce que les étudiants sont en stage. Alors que quand on va en cabinet, en alternance par exemple, sur la période fiscale, là on aperçoit des résultats plus intéressants, à savoir on voit la masse en termes d'heures, alors qu'ils sont relativement protégés, ils font du 8h, 16h. En vrai, les gens qui sont sur le côté, qui comme eux travaillent mais qui ont passé le diplôme, généralement, on travaille parfois de 7h à 3h du matin. D'accord. Donc les stagiaires, 8h, 16h parce que c'est un encadrement légal. Et derrière, on a effectivement des jeunes diplômés qui montent 3h du matin. Et donc là, tu t'es dit, on ne peut pas rester jusqu'à 3h du matin sans être à un moment donné stressé ? Disons que certains le peuvent parce qu'ils sont très motivés. Si vous prenez par exemple le cas de Frédéric Mazola, qui était fondateur de Blablacar, ou par exemple, si vous prenez les interviews d'Elon Musk, on a des gens qui travaillent 100 heures pour l'un et 120 heures en dormant sous la table de bureau pour l'autre. Mais ils sont motivés, ils sont portés par leur flow. Par contre, quand on vient d'avoir son diplôme, c'est peut-être pas ce qu'on veut faire, sachant qu'on doit passer d'autres diplômes derrière. Donc ça dépend du contexte, de la situation, de la motivation, comme tu dis. C'est quoi finalement les facteurs déclencheurs du stress ? Il y en a plusieurs. Il y a les demandes, c'est des facteurs externes. Après, il y a le côté interne, à savoir si on a vécu des choses ou si on anticipe quelque chose, ça peut provoquer des symptômes. La gorge qui serre, le rythme cardiaque qui s'accélère, la transpiration, les mêmes moites. Et après, il y a les deux. Il y a les deux, ça veut dire qu'il y a une boucle de rétroaction qui peut être de type qui converge vers un équilibre. Ou parfois ça dégénère, à savoir j'enchaîne les nuits où je ne dors pas, j'enchaîne les nuits où je rumine, et parfois je m'en prends à mon entourage qui après s'en prend à moi, etc. Oui, donc il y a des boucles de rétroaction. Et ce que tu disais, il y a également cette notion de je me rappelle des moments que j'ai vécus qui sont pas bons. Un peu ces
Les marqueurs somatiques, là, Damasio, il parlait de marqueurs somatiques qui sont des réminiscences physiques de ce que j'ai pu vivre avant. Donc ça veut dire qu'on est stressé parce qu'on se rappelle des situations qu'on a vécues qui étaient inconfortables? Il y a plusieurs mesures du stress, et les mesures du stress sont assez intéressantes pour ça. Le stress perçu, c'est uniquement du déclaratif, c'est est-ce que j'ai les mêmes watts, est-ce que... Bref, c'est ça. Et après, il y a une autre mesure de stress qui est intéressante parce qu'elle a été produite pour les comptables spécifiquement, c'est le SAS, pour Stress Arousal Scale. Et celle-ci, elle mesure vraiment la rumination. Le fait aussi d'avoir des pensées négatives, peut-être même des idées noires. Donc là, on voit vraiment cet aspect. Et après, il y a tout ce qui est symptomatique, qui est plutôt une conséquence du stress plutôt que le stress lui-même. Donc il y a du déclaratif, il y a la rumination, et la rumination, qui est spécifique à la recherche en comptabilité, vous la mesurez comment? C'est aussi du déclaratif ou c'est... C'est principalement du déclaratif. Après, il y a d'autres mesures où on peut, par exemple, prendre la salive des personnes. On peut aussi, avec son téléphone portable Samsung, faire une transformée de Fourier pour réussir à voir à partir d'un tachogramme ou de battement cardiaque avec une ongle QRS pour voir si la personne est stressée ou non. Ça peut se faire. C'est vrai que ça serait intéressant d'aller vers ça dans les recherches, surtout en sciences sociales. On utilise un peu trop de déclaratifs, alors qu'on pourrait faire du dosage sanguin ou salivaire. D'accord. Et donc tu disais aussi les conséquences sur le stress sont aujourd'hui analysées et étudiées? Oui, les conséquences, elles peuvent être diverses. Ça peut être des conséquences pour l'entreprise, le turnover. Ça peut être des conséquences en termes de performance, des personnes qui travaillent plus ou qui sont tout simplement en arrêt maladie, ou un manque de satisfaction qui fait des démissions silencieuses, des gens qui ne s'impliquent pas. Donc ça, c'est un aspect. Mais après, il y a tout l'aspect somatique, à savoir le fait que les personnes soient malades. Ce n'est pas forcément l'idéal. Et après, ça peut dépasser l'entreprise. À savoir, il y a des conflits travail-famille. Je reste au travail, je ne m'occupe pas de ma famille, et donc mes enfants sont malheureux, ma compagne ou mon compagnon est malheureux. Tout ça, c'est des choses qui arrivent quand on se laisse dépasser. On parle du stress d'un point de vue purement négatif là jusqu'à maintenant, mais j'imagine qu'il y a des entreprises, on pense au milieu sportif, où la performance elle est quand même liée à un bon niveau de stress. Tu parlais du flow tout à l'heure. Est-ce que finalement les entreprises ne peuvent pas chercher, notamment dans ces cabinets d'audit, à stresser un peu les personnes pour obtenir de belles performances? Alors effectivement, le fait que le stress soit positif, c'est une vieille histoire. Les travaux d'Anceli, qui était un psychologue, mettent clairement ça en avant, et les travaux des médecins aussi mettent en avant que quand on a une pression temporelle, par exemple, on va sécréter des catécholamines, et ces catécholamines font un effet positif sur l'attention. Ça peut avoir un effet aussi sur notre performance, notre capacité à traiter des informations. Ça, c'est l'aspect positif. Sauf qu'on s'aperçoit assez vite que ça dépend de la tâche. Premièrement, ça dépend aussi de l'intensité, du niveau de stress. Ça dépend aussi tout simplement du support social qu'on a autour. À savoir, si le manager, un peu à la Steve Jobs, nous dit il faut vous donner, fait du micromanagement en nous disant réellement ce qu'on doit faire, ça peut être positif. Par contre, si on nous dit bougez-vous, on n'a pas un objectif qui est très clair. Et là, on retrouve tout ce qui est lié au fameux flow, à savoir, pour qu'il y ait du flow, il faut que déjà ce soit bien gradué. Par rapport à ce qu'on sait faire, à nos compétences, il faut qu'il y ait un bon niveau d'exigence qui soit approprié, mais par ailleurs, il faut que les objectifs soient clairs, et il faut qu'il y ait des feedbacks réguliers. Quand Steve Jobs débarquait dans certaines salles de travail et leur disait « il faut faire ça précisément, je ne vais pas faire ton travail à ta place, je t'expliquais », il y avait le feedback, il y avait l'objectif qui était clair. Et par ailleurs, dans le secteur des nouvelles technologies, c'est un petit peu comme quand vous jouez à Mario Kart. Quand vous jouez à Mario Kart, quand vous êtes dernier du classement, on vous donne des objets. Quand vous êtes bon dans le classement, on vous change de plateau et donc vous avez un vrai défi. Donc là, on voit vraiment le flow en direct sur Mario Kart, certes, mais on pourrait faire ça aussi en entreprise. Pourquoi pas en entreprise comme sur Mario Kart? Oui, dans le sport également, on a ces compétitions, ces tours qu'on passe, tout ça, c'est des récompenses qu'on a. Le stress, tu le décris comme quelque chose de très individuel. On voit qu'il s'intègre aussi dans un contexte managérial. Et peut-être qu'aujourd'hui, les recherches sur le stress, elles visent aussi à aller regarder les facteurs de stress, non plus seulement physiologiques sécrétés par des personnes, mais dans leur contexte de management. Alors c'est vrai que ça, c'est une frontière, à savoir, généralement, on va mesurer la performance
des personnes, la satisfaction des personnes, alors que quand on voit les travaux qui sont assez liés de Lazarus et Folkman, mais aussi de Ouais, c'est un nom difficile à prononcer. Ouais. Effectivement, d'un collègue américain et hongrois. Et on voit en fait qu'il y a l'aspect individuel, mais il y a l'aspect groupal aussi. Lui, c'est lui qui est à l'origine du concept de flow, c'est bien exactement, ça. Ouais. Exactement. Et donc, il y a l'aspect groupal, à savoir le fait qu'on travaille côte à côte sur des tâches similaires. On se laisse emporter par un flow groupal. Il peut y avoir même un flow d'équipe, à savoir, c'est parce qu'on a un but commun, parce qu'on a une culture commune, parce que il y a aussi des feedbacks collectifs qui nous sont donnés, que l'on va réussir à avoir un état de flow, non plus, on va dire, organisme dépendant au niveau de la personne, mais organisme ou organisation dépendante. Et c'est vrai que c'est quelque chose que ce fameux chercheur d'origine hongroise et américaine avait mis en avant, mais après lui, plus grand monde n'avait utilisé ça dans d'autres domaines, alors que ça serait quelque chose que l'on peut aller chercher. Par exemple, quelque chose de très bête, en entreprise, on voit souvent des tables. Et un des leviers sur lesquels on peut jouer, c'est que on a des tâches communes, on a des missions communes, mais on travaille, mais sans table. Au moins, ça force les gens à aller marcher, à aller voir d'autres personnes, etc., de chercher du support social sur une tâche. Donc là, ça sort un peu des routines, ça crée ce fameux stress un peu positif. Ça pourrait être ça, effectivement, au niveau groupal. Donc toi, finalement, là, tu as commencé à investiguer ce sujet parmi de nombreux autres sujets d'études qui t'animent. Quels sont aujourd'hui les sujets sur le stress que tu aimerais bien prolonger ? Qu'est-ce que tu aimerais bien faire aujourd'hui comme recherche associée au stress ? Alors, il y a plusieurs axes. Déjà, il y a un axe, on va dire, plutôt méthodologique. Faire plus d'études expérimentales. Parce qu'au moins, ça me permettrait de contrôler pour voir si c'est pas dû à un autre facteur, ce que je mesure, ce que j'observe. Est-ce que je te coupe là, mais pour nos auditeurs, on n'est pas toujours tous à même de comprendre ce que c'est qu'une étude expérimentale. Qu'est-ce que ça pourrait être concrètement ? Alors, je prends des étudiants ou je prends des travailleurs, je les mets dans un cadre expérimental, c'est-à-dire dans une salle de cours, par exemple, ou devant un ordinateur. Et il y a certains qui vont subir un traitement, alors que d'autres auront soit un placebo, un semblant de traitement, soit ils auront aucun traitement. C'est ce qu'on appelle le groupe de contrôle. Et le fait d'avoir tiré des personnes aléatoirement dans un groupe, ça enlève tous les autres effets. Les effets individuels, les effets d'autres variables qui pourraient jouer, le sexe par exemple, ou l'âge des personnes. Donc voilà, en fait, c'est pour essayer d'éviter une contamination par des gens qui répondent pour certaines raisons, et eux répondent et d'autres ne répondent pas. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ces études expérimentales. Sur l'autre aspect sur lequel j'aimerais travailler, c'est plutôt aussi là, l'avantage du cadre expérimental, c'est que je peux mesurer du physiologique. Par exemple, avec un téléphone Samsung ou avec un Holter ou quelque chose comme ça, je pourrais réussir à voir le niveau de stress physique et non pas déclaré. Parce que certaines personnes, pour faire bonne figure, répondent dans un sens alors qu'ils ne sont pas à ce niveau de stress-là. Et toujours est-il que j'aimerais aussi avoir leur perception du stress avant l'étude, parce que visiblement, d'après des travaux assez récents d'Alias Krum, leur perception du stress peut jouer sur les résultats du stress. S'ils pensent que le stress est bon pour eux, ils vont avoir plutôt des bonnes performances. S'ils pensent que le stress est mauvais pour eux, ils auront plutôt des mauvaises performances. Et ça, on le vérifie comment en fait ? Deux façons. Enfin, la fameuse Alia Krum a mis des gens dans un cadre expérimental, alors faisant voir des vidéos. C'est une espèce de lavage de cerveau pour leur montrer que le stress est bon ou mauvais à des gens tirés aléatoirement. Et là, elle a réussi à valider le fait que les personnes avaient a posteriori une bonne ou une mauvaise vision du stress et qui cherchaient plus ou moins de feedback. Et après, pour voir si c'est pas dû à un artefact, à savoir le cadre expérimental, elle a fait la même chose avec des questionnaires sur des gens qui n'avaient pas vu les fameuses vidéos, et elle a observé que les gens qui avaient une bonne vision du stress avaient des niveaux de cortisol assez modérés, des niveaux de dopamine assez modérés, ce qui allait de pair avec la recherche de feedback. Et on pense possiblement que cela améliore leur performance, mais elle n'est pas allée jusque-là. Donc l'intérêt, quand on travaille en organisation, c'est de voir si au final ça a un effet sur la performance, parce que pour moi c'est vraiment la variable finale pour intéresser notamment des entreprises dans ces travaux-là. Donc il y a tout un cadre expérimental, un champ là que tu pourrais mener. Il y a d'autres choses qui t'intéresseraient sur le stress ?
À savoir, j'aimerais combiner avec d'autres parties de la littérature. Il y a une littérature que j'ai beaucoup étudiée, c'est sur la participation. Quand les gens participent à fixer eux-mêmes leur objectif, généralement, l'objectif est beaucoup plus clair. Ils obtiennent des feedbacks réguliers parce qu'ils participent à des réunions. Et ça, on revoit l'histoire de flow derrière en background. Donc, ça devrait avoir un impact sur la performance. Or, on voit que généralement, la participation n'a pas d'effet sur la performance. Au milieu, doit traîner des variables comme le stress, comme le burn-out, comme la motivation. Donc, ça serait intéressant d'intégrer plusieurs littératures pour voir si on peut jouer sur la participation pour diminuer le stress et améliorer la performance. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Il y a peut-être des choses dont on n'a pas parlé que tu voudrais ajouter ? Je pense que le stress, on en parle depuis des années et il faudrait revoir la façon de le voir plus positivement, ça serait peut-être une partie de la solution. Merci beaucoup, Adrien. Et merci Jean-Baptiste. À bientôt pour un prochain épisode d'Ecrigocast. Merci.